Un tuyau de cuivre à 15 $, plié pour reproduire exactement la forme de la Grande Pyramide, placé au-dessus d'un parterre de jardin. Pas de fils, pas de piles, pas d'engrais. En quelques jours, le sol en dessous devient électriquement actif. Les racines poussent vers le cuivre. Les graines germent plus vite. Un arboriculteur a mesuré un rendement en pommes de terre 2 fois supérieur pour les plants cultivés sous cette forme par rapport aux plants cultivés sans. Un agriculteur canadien a affirmé produire 36 fois plus de nourriture par pied carré à l'intérieur d'une serre pyramidale construite selon ces mêmes proportions. Un ingénieur radio tchèque a passé 10 ans à prouver à un office des brevets gouvernemental que cette forme avait des effets physiques mesurables sur la matière. Et celui-ci lui a accordé le brevet. Sa forme est pyramidale. L'angle est de 51,2. Le matériau est du cuivre. Et la raison pour laquelle on ne vous a jamais enseigné cela, dans aucun livre de jardinage, aucun cours d'agriculture, ni aucun service de vulgarisation agricole, est la même que celle pour laquelle on ne vous a jamais parlé de batterie géothermique ou de biochar. Il n'est pas nécessaire de le racheter. Voici le secret du sol électrique. Lorsque la géométrie adéquate rencontre le métal approprié sur le sol adéquat, un système énergétique passif se forme qui capte la charge atmosphérique au-dessus, génère de l'électricité biologique en dessous et alimente les plantes simultanément depuis 4 directions, sans aucun coût récurrent. Mais avant de vous dévoiler le système complet, si vous êtes un cultivateur amateur lassé de payer pour des engrais toxiques, j'ai préparé pour vous un plan gratuit pour une récolte zéro. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent en réalité les produits miracles et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de mes lecteurs, Dan, a utilisé cette astuce d'engrais à l'intérieur et ses tomates ont doublé de volume par rapport à celles de ses voisins. Pour accéder instantanément au plan détaillé et à une astuce de jardinage oubliée chaque semaine, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran dès maintenant si vous regardez à la télévision. Les connaissances scientifiques remontent à 1841. La répression remonte à 1936 et le système entier coûte moins cher qu'un sachet de remède miracle. L'histoire ne commence pas avec une pyramide, mais avec une lame de rasoir. En 1949, un ingénieur radio tchécoslovaque du nom de Karol Durbal se présenta à l'Office des brevets de Prague avec une demande dont l'approbation prendrait une décennie. Son invention était une petite maquette en carton reproduisant exactement la grande pyramide de Khosp. Selon le document déposé, son but était de maintenir le tranchant des lames de rasoir sans aucune source d'énergie externe. Aucun affûtage mécanique, aucun traitement chimique, aucune électricité, juste une pyramide creuse fabriquée dans un matériau non conducteur d'électricité, orientée de telle sorte que ses 4 faces fassent face aux 4 points cardinaux, avec une lame de rasoir reposant à l'intérieur sur une petite plateforme à 1,3 de la hauteur de la pyramide. Les examinateurs de brevets lui ont demandé de partir. Durbal n'est pas parti. Il a passé des années à développer une base théorique expliquant le fonctionnement de l'appareil, arguant que la forme pyramidale concentrait les lignes du champ magnétique terrestre, créant un micro-environnement qui restaurant la structure cristalline du bord de la lame. La théorie était non conventionnelle. Les résultats n'ont pas été à la hauteur. L'examinateur en chef des brevets, un spécialiste en métallurgie, a emporté un prototype chez lui et l'a testé personnellement pendant 10 ans. 16 lames de rasoir ont permis de réaliser 1778 rasages au total, soit une moyenne de 111 rasages par lame. Sans la pyramide, chaque lame durait environ 5 ans. En 1959, le brevet numéro 91R34 a été accordé par la République tchécoslovaque. Voici maintenant le détail qui change tout. Le brevet de Debal indique que la pyramide a été testée, mais ajoute que d'autres formes géométriques peuvent également produire une régénération. Il n'affirmait pas que les pyramides étaient magiques. Il affirmait que des proportions géométriques spécifiques interagissaient avec les champs électromagnétiques
de manière mesurable et reproductible. La pyramide était tout simplement la forme la plus efficace qu'il ait testée. Et le facteur qui a permis que cela fonctionne, c'est l'angle, 51 degrés et 52 minutes. L'angle exact relevé sur les pierres de parement de la grande pyramide de Gizeh. Cet angle n'est pas arbitraire. Lorsqu'une pyramide à 4 faces est construite avec cette pente, un phénomène mathématique extraordinaire se produit. Le périmètre de la base divisé par 2 fois la hauteur est égal à pi, 3,559. La hauteur oblique de chaque face divisée par la moitié de la longueur de la base est égale à PHI 1,618, le nombre d'or. Une seule structure géométrique encode simultanément les deux constantes les plus fondamentales des mathématiques. Aucun autre angle de pyramide ne présente cette caractéristique. Aucune autre forme tridimensionnelle ne fait cela. Les bâtisseurs de Gizeh connaissaient soit ces nombres, soit ils ont découvert par hasard une proportion si parfaitement adaptée à la trame mathématique de la réalité qu'elle encode les deux constantes avec une précision de 3 décimales. La probabilité que cela se produise accidentellement a été calculée à environ 1 sur 500. Voici les détails que nous pouvons partager. Le nombre d'or 1,618,618 est la proportion la plus récurrente dans la vie biologique sur Terre. Il régit la spirale d'une coquille de nautile, la disposition des graines dans un capitule de tournesol, la structure ramifiée des chênes, les proportions du squelette humain et la double hélice de l'ADN lui-même. Une pyramide de cuivre construite selon l'angle du kiosque n'est pas construite selon un rapport aléatoire. Il est construit selon les proportions que les organismes vivants utilisent déjà pour s'organiser. La géométrie de la pyramide parle le même langage mathématique que la biologie qui se cache sous elle. Ce seul fait devrait vous arrêter net. Mais Carol Dahl travaillait avec du carton. Que se passe-t-il lorsque cette même forme est fabriquée à partir du deuxième métal le plus conducteur d'électricité sur Terre? Que se passe-t-il lorsque la pyramide n'est pas seulement un conteneur géométrique passif, mais un conducteur actif situé à l'intérieur du champ magnétique de la planète, entouré d'électricité atmosphérique et placé directement au-dessus de systèmes biologiques vivants? C'est précisément ce qu'un agriculteur canadien a décidé de vérifier. Au début des années 1970, un homme nommé Les Brown a construit une pyramide en bois sur sa ferme au Canada. Ce n'est pas une maquette, mais une structure grandeur nature de 4,88 mis de côté à la base. Haute de 11 pieds, ses murs sont inclinés à exactement 51 degrés, comme la grande pyramide. Il a recouvert 3 côtés de plexiglas et a utilisé le mur nord pour l'isolation. Puis, il a commencé à y cultiver des aliments. Les résultats furent immédiats et spectaculaires. Les concombres ont poussé de plusieurs centimètres en une seule nuit. Les plants de tomates produisèrent des fruits à un rythme que Brown n'avait jamais vu en des décennies d'agriculture. Il estimait que sa serre pyramidale produisait environ 36 fois plus de nourriture par pied carré que n'importe quel espace de culture conventionnel. Mais il ne s'agissait pas seulement du volume. La qualité était différente. Les plantes cultivées à l'intérieur de la pyramide étaient visiblement plus saines, présentaient moins de dégâts causés par les insectes et produisaient des fruits au goût plus riche que les mêmes variétés cultivées à l'extérieur. Brown a découvert autre chose. Il a placé de l'eau à l'intérieur de la pyramide pendant plusieurs jours, puis l'a utilisée pour irriguer les plantes qui poussaient à l'extérieur de la structure. L'eau traitée par la pyramide a permis une croissance nettement supérieure à celle obtenue avec de l'eau non traitée provenant de la même source. Il a placé des aliments à l'intérieur de la pyramide et a constaté qu'ils se déshydrataient au lieu de pourrir. Les bananes sont restées comestibles pendant des semaines. Viande séchée en viande séchée sans se gâter. Le lait n'a pas tourné. Le même effet de conservation qu'Antoine Boas avait constaté après avoir visité la chambre du roi dans la Grande Pyramide dans les années 1930, où les animaux morts s'étaient momifiés au lieu de se décomposer. Réfléchissez à ce que cela signifie.
Une forme géométrique creuse, sans source d'énergie, sans réfrigération ni traitement chimique, empêchait la décomposition bactérienne. Les proportions de l'espace semblaient inhiber l'activité microbienne. Ce n'est pas du mysticisme. Il s'agit d'un effet électromagnétique. Et cela se répétait pour chaque pyramide construite selon l'angle correct. Brown a publié ses conclusions dans un livre intitulé « La pyramide ». Il a partagé librement les dimensions de sa construction. Il encourageait tout le monde à expérimenter. Et puis il fit une observation qui faillit lui coûter la vie. Il reliait le sommet de sa plus grande pyramide au sol directement en dessous à l'aide de laine de mouton enfilée entre deux attaches en cuivre. La décharge d'énergie l'a projeté à 6 mètres au sol avant qu'il ne puisse établir la connexion. S'il avait utilisé du fil de fer au lieu de la laine, il pensait que le courant l'aurait tué. Il n'a plus jamais expérimenté l'électricité pyramidale. Il s'en tenait aux plantes, mais l'implication était impossible à ignorer. La pyramide ne servait pas seulement à conserver les aliments et à accélérer la croissance. Il s'agissait d'énergie concentrée, de l'énergie physique réelle, mesurable. Et lorsqu'un chemin conducteur vers la Terre lui était offert, cette énergie se déplaçait. Les Brown travaillaient le bois et le plexiglas. Carol Derbal travaillait le carton. Imaginez ce qui se passe lorsque la même structure est construite en cuivre, un matériau dont la conductivité électrique est de 59 millions de spermatozoïdes par mètre, juste après l'argent, et placé directement au-dessus d'un sol vivant rempli d'humidité, de minéraux et de milliards de micro-organismes électriquement actifs. Un entrepreneur ukrainien du secteur de la défense n'a pas eu besoin d'imaginer. Il en a construit 50. Au début des années 1990, Alexander Golad a commencé la construction de pyramides à travers la Russie et l'Ukraine. Pas des modèles de jardin de petite taille, des structures massives en fibre de verre, la plus haute atteignant 144 pieds et pesant 55 tonnes. En 2010, plus de 50 pyramides se dressaient à travers l'ancienne Union soviétique. Golad a délibérément évité tout métal dans la construction, utilisant des cadres en tuyaux PVC recouverts de feuilles de fibre de verre. Ces pyramides étaient construites selon ce qu'il appelait le nombre d'or, un profil plus abrupt que la pyramide de Gizeh, mais toujours basé sur la même constante mathématique phi. Ce qui distinguait Golola, c'était son accessibilité. Il a coordonné des équipes de recherche au sein d'institutions russes prestigieuses, notamment l'Institut de recherche scientifique Mechnikov et l'Institut de biologie Ivanovski. Au cours d'une décennie d'expérimentation, des semences agricoles placées dans les pyramides avant la plantation auraient montré des augmentations de rendement de 30 à 100%. Le pouvoir pathogène des virus et des bactéries diminue après exposition, et l'affirmation la plus extraordinaire à ce sujet provient de l'armée russe. Des installations radars ont détecté une colonne d'énergie s'étendant verticalement depuis le sommet de la plus grande pyramide jusqu'à la haute atmosphère. Elle était visible sur les images radars, mais sans structure physique. Un faisceau d'énergie cohérent rayonnant vers le haut à partir d'une forme géométrique. Maintenant, je dois être transparent avec vous. Les recherches de Golad ont suscité de vives critiques. Aucune revue scientifique occidentale à comité de lecture n'a confirmé ces résultats. Les critiques soulignent que ces études reposaient sur une inférence observationnelle plutôt que sur une méthodologie de contrôle en double aveugle. Certains visiteurs ont déclaré n'avoir rien ressenti. Le consensus scientifique occidental ne soutient pas les affirmations de Golad. Mais ces recherches n'ont pas été menées de manière isolée. Plusieurs institutions scientifiques russes ont participé à ce projet pendant plus d'une décennie, et les résultats agricoles concordent avec ce que Leigh Brown a documenté au Canada et ce que Van Dorn a démontré en Europe. Et il existe un élément de preuve que les sceptiques ont plus de mal à réfuter. Une étude indexée sur PubMed, la base de données de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, a examiné les effets biologiques d'un modèle de pyramide construit selon les proportions égyptiennes. Les chercheurs ont constaté
que le stockage préalable des graines d'orge sèches à l'intérieur de la pyramide stimulait la croissance des plantes. Ils ont mesuré une variation du pH de l'eau à l'intérieur de la structure, et ils ont observé une augmentation de 3 fois du taux de décomposition de la solution de peroxyde d'hydrogène exposée à l'intérieur de la pyramide. Il s'agit d'une réaction chimique mesurable s'accélérant de 300% à l'intérieur d'une forme géométrique sans source d'énergie. Il se passe quelque chose à l'intérieur de cette géométrie qui modifie la vitesse à laquelle les liaisons moléculaires se rompent. Nous n'avons pas d'explication complète à ce sujet, mais nous avons une mesure qui le confirme. Yannick Van Doorn est un agronomiste belge, diplômé en agriculture et biotechnologie. Il a consacré plus de 15 ans à la recherche sur ce qu'il appelle l'électroculture, l'application de l'énergie électromagnétique naturelle pour améliorer la fertilité des sols et la croissance des plantes. Parmi ces nombreuses techniques, les pyramides construites en cuivre occupent une place centrale. En 2011, Van Doorn a mené une expérience simple. Il a placé les plants de pommes de terre sous une pyramide de cuivre pendant 2 jours avant de les planter. Les pommes de terre traitées ont été plantées à côté de plants témoins non traités provenant du même lot, dans le même sol, avec la même quantité d'eau et le même ensoleillement. Les plantes traitées ont présenté une croissance et un rendement 2 fois supérieurs à ceux des plantes non traitées. Ni 30% de plus, ni 50% de plus. Dans des ateliers organisés à travers l'Europe, Van Doorn enseigne aux étudiants à construire des pyramides en cuivre à l'aide de tuyaux standards vendus dans les quincailleries. Il rapporte qu'une pyramide de cuivre placée au-dessus d'un parterre de jardin peut produire plus de 40 pommes de terre par plant, contre 5 à 10 habituellement. Ces étudiants font état de résultats similaires avec les tomates, les noix de pépin, les herbes aromatiques et les légumes-feuilles. Le site Charged Garden, une communauté d'électroculture qui teste ces techniques depuis 2011, rapporte que les semis cultivés sous des pyramides de tuyaux en cuivre poussent environ 2 fois plus vite et présentent moins de dommages causés par les insectes au cours de leur premier stade. Mais voici le détail à partager qui changera votre façon de penser au cuivre et à la géométrie. Le cuivre est paramagnétique, faiblement attiré par les champs magnétiques et capable de les amplifier. Il constitue la base de toutes les bobines électromagnétiques, de tous les transformateurs et de toutes les antennes terrestres. Lorsqu'on façonne du cuivre en pyramide selon l'angle du nombre d'or, il devient une antenne tridimensionnelle accordée à des fréquences électromagnétiques spécifiques. Les 4 faces triangulaires servent de surface de réception. Le sommet sert de point focal. L'intérieur se transforme en une cavité résonante, où les ondes électromagnétiques peuvent interférer et se concentrer de manière constructive. Ce n'est pas un ornement de jardin. Il s'agit d'un capteur d'énergie passif sans pièce mobile, sans source d'alimentation et sans date de péremption. Alors pourquoi rien de tout cela n'est enseigné? La réponse suit le même schéma que toutes les autres technologies de traitement des sols supprimés présentées dans cette série. En 1974, la même décennie où les Brown produisaient 36 fois plus de nourriture sous sa pyramide, l'industrie mondiale des engrais entrait dans sa phase de croissance exponentielle. En 1945, les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques. En 1975, ce chiffre avait dépassé les 3 milliards. Une structure géométrique permanente, installée une seule fois et jamais rachetée, n'a pas de modèle de revenu. Un sac d'engrais qui se vide chaque printemps, oui. Le Comité britannique d'électrification, créé en 1918 sous l'égide du ministère de l'Agriculture et composé de lauréats du prix Nobel, a passé près de 2 décennies à collecter des données de terrain documentant des gains de rendement substantiels grâce aux méthodes électriques. En 1936, chaque rapport était estampillé, non destiné à la publication, et scellé. Le comité a été dissous. Les citations académiques concernant l'électroculture ont chuté de plus de 90% au cours des décennies suivantes, précisément au moment où les revenus liés aux engrais
battait des records année après année. Aucun mémo conspirateur n'était nécessaire. Le marché a tout simplement privilégié le consommable au détriment du durable. Ce qui suit est le fruit de décennies d'expérimentation indépendantes menées par la communauté de l'électroculture. 3 applications, de la plus simple à la plus avancée. Chacun fonctionne de son côté. Ensemble, ils forment un système qu'aucun d'eux n'aurait pu créer séparément. L'application la plus simple est l'énergiseur de graines en forme de pyramide de cuivre. La construction est simple. Utilisez un tuyau en cuivre de type M de 2 pouces provenant de n'importe quel fournisseur de plomberie, coupé en 4 morceaux de base et 4 morceaux de bord. Ni acier galvanisé, ni PVC recouvert de ruban de cuivre, ni fer peint en cuivre, du cuivre pur. Le rapport essentiel qui distingue un appareil fonctionnel d'un objet décoratif est le suivant. La longueur du côté est égale à la longueur de la base, multipliée par 0,952. C'est la proportion exacte que l'on déduit de la grande pyramide de Khéops. Pour une base de 12 pouces, les bords mesurent 11,42 pouces. Pour une base de 24 pouces, les bords mesurent 22,85 pouces. Les éléments de la base s'assemblent en carré à l'aide de raccords coudés en cuivre à 90 degrés. Les 4 bords se rejoignent au sommet, soit par soudure avec de la soudure sans plomb, qui crée le chemin d'énergie le plus propre, soit par un raccord en cuivre à 4 voies, parfois vendu comme connecteur en croix. Le coût total des matériaux pour un chargeur de semences de 12 pouces est inférieur à 15 $. Le détail que la plupart des expérimentateurs négligent et sur lequel tous les chercheurs, de Derbal à Golad en passant par Van Dorn, ont insisté, c'est l'orientation. L'une des faces planes doit être orientée vers le nord géographique, et non vers le nord magnétique, ajustée en fonction de la déclinaison magnétique locale. Le brevet de Durbal stipule explicitement que les côtés doivent être orientés selon les 4 points cardinaux et que l'objet à l'intérieur doit être orienté du nord au sud. Sans cet alignement, l'appareil reste inerte. Dès lors, la géométrie commence à interagir avec le champ magnétique terrestre de la manière décrite dans le brevet. Les graines sont placées à l'intérieur de la pyramide sur une plateforme non métallique. Un bloc de bois, une tuile en céramique ou un morceau de carton à environ 1/3 de la hauteur totale à partir de la base. Il s'agit de la zone correspondant à la chambre du roi dans la Grande Pyramide et de la zone où les effets les plus marqués ont été documentés par les études durables et brunes. Les graines restent en place pendant 2 à 3 jours avant d'être semées. Le fournisseur précise que le temps de charge dépend des conditions atmosphériques. Les graines se chargent plus rapidement pendant les orages électriques et lors de la pleine lune, lorsque l'activité électromagnétique atmosphérique est à son maximum. 3 jours à mal constituent une moyenne fiable par temps calme. Il a également été constaté que l'eau placée à l'intérieur de la pyramide pendant 48 heures, puis utilisée pour irriguer les semis, produisait une germination sensiblement plus rapide que l'eau non traitée provenant de la même source. La deuxième application utilise les mêmes proportions sur un parterre de jardin complet. Pour un parterre surélevé standard de 1,25 de large, la base mesure 1,20 de côté et les bords mesurent 1,15, mais découpés dans un tuyau de cuivre de 1,20 cm ou 2,5 cm pour assurer la rigidité structurelle. Le cadre de base repose directement sur ou autour du parterre de jardin. Les 4 pièces de bordure se rejoignent au sommet, pointant droit vers le haut, une face plate étant orientée vers le nord. Il n'est pas nécessaire de fermer les côtés avec des panneaux. Une structure ouverte en tuyau de cuivre, positionnée à l'angle adéquat, produit les effets documentés sur le taux de croissance des semis et leur résistance aux ravageurs. Selon de nombreux expérimentateurs, y compris la communauté des jardiniers engagés, 2 avertissements importants que les praticiens ont appris à leurs dépens. Il ne faut jamais utiliser de raccord en fer ou en acier pour raccorder des tuyaux en cuivre. Le naturaliste autrichien Victor Schauberger a démontré que les outils en fer diminuaient
le magnétisme du sol, augmentait la charge de travail des agriculteurs et créait des conditions de sécheresse dans le sol environnant. Le cuivre, le laiton et le bronze, non. Le deuxième avertissement est que les tuyaux en cuivre peint, laqués ou recouverts ne fonctionneront pas. La surface du cuivre brut nécessite un contact direct avec l'atmosphère. La patine verte qui se développe avec le temps est du carbonate de cuivre. Il protège le métal et ne réduit pas la conductivité. Il ne faut pas le frotter. La troisième application, la plus avancée, consiste à connecter la pyramide de cuivre au système souterrain. Cela transforme un parterre de jardin en un organisme auto-alimenté, auto-arrosé et générateur d'électricité. Voilà une configuration dont personne ne parle dans l'agriculture conventionnelle. Les fondations commencent par une tranchée de 60 cm de profondeur. Les plus grosses bûches et les plus grosses branches sont placées en bas. Uniquement des bois durs non traités, chênes, érables, bouleaux, aulnes, pommiers ou cerisiers. Idéalement, le bois devrait déjà commencer à s'assouplir. Le bois traité sous pression contient de l'arsenic et de l'arséniate de cuivre chromé qui empoisonne le sol et les aliments. Le bois peint ou teinté présente le même risque. Le noyer noir libère une substance chimique appelée juglone, qui tue la plupart des plantes de jardin situées dans sa zone racinaire. Le cèdre et le séquoia se décomposent si lentement qu'ils peuvent bloquer tout le processus de décomposition pendant des années. Des petites branches, des brindilles et des copeaux de bois comblent les espaces entre les bûches. On ajoute une couche de feuilles, de tonte de gazon ou de déchets de cuisine par-dessus pour l'apport d'azote. Cette couche de bois entière se transforme en réservoir d'eau, en moteur thermique et en pile à combustible microbienne. Une seule bûche enterrée contient plusieurs fois son propre poids et son humidité. Lors des périodes de sécheresse, cette eau stockée retourne dans le sol environnant. La décomposition des microbes génère de l'énergie thermique comme sous-produit et libère des électrons, soit un courant électrique, directement dans le sol environnant. Les constructeurs expérimentés affirment que l'irrigation devient totalement inutile après la deuxième année. Au-dessus du bois se trouve la zone de charbon de bois. Utilisez du charbon de bois dur en morceaux propres, et non des briquettes imbibées de liquide allume-feu et liées par des liants pétroliers. On peut acheter du charbon de bois naturel en morceaux au rayon barbecue des supermarchés, ou le fabriquer soi-même en utilisant la méthode la plus sûre, à faire dans son jardin. Une combustion par tirage ascendant éclairée par le haut dans un fût en acier percé de trous près du fond pour la circulation de l'air. Faites toujours cela à l'extérieur, dans un endroit dégagé, loin des structures, jamais dans un espace clos avec de l'eau à proximité. Une fois refroidi, le charbon de bois est concassé en morceaux de la taille de gravier entre 6 et 25 mm. C'est cette étape qui fait toute la différence. Le charbon de bois neuf doit être chargé avant d'être enterré. Le biochar non chargé est avide de produits chimiques. Sa surface interne massive, jusqu'à 9000 pieds carrés par gramme, absorbera les nutriments du sol environnant comme une éponge. Cela affame temporairement les plantes au lieu de les nourrir. Le processus de chargement est simple. Le charbon de bois concassé trempe pendant au moins 48 heures dans du thé de compost. Déjection de verre dissoute dans l'eau, émulsion de poisson diluée ou urine diluée dans un rapport d'une part d'urine pour 10 parts d'eau. Cela permet de remplir les pores microscopiques de nutriments et de microbes bénéfiques. Ainsi, dès son entrée dans le sol, le biochar commence à donner au lieu de prendre. Le biochar chargé est ensuite mélangé au compost à raison d'environ 10 à 15% en volume et étalé sur une épaisseur de 4 à 6 pouces au-dessus du bois enterré. Cette couche de charbon de bois devient un aimant à nutriments, un conducteur électrique et un habitat microbien permanent. Il ne se décomposera pas. Dans 100 ans, il sera toujours en terre, toujours chargé en énergie, toujours capable d'attirer les nutriments, toujours habité
par des milliards de micro-organismes. La couche supérieure est constituée de 15 à 20 cm de terre de jardin. Il s'agit de la zone racinaire, et c'est là que la batterie galvanique de mise à la terre est installée. Un morceau de tuyau en cuivre de 15 cm de long est enfoncé dans le sol d'un côté de chaque plante. Un seul clou en zinc galvanisé est placé de l'autre côté, espacé d'environ 8 à 12 pouces et à une profondeur de 6 pouces. Une seule paire par plante est limitée. Un excès de zinc s'accumule avec le temps et stresse les plantes. Un excès de cuivre nuit aux vers de terre et aux micro-organismes bénéfiques du sol. Le sol enrichi en biochar entre les deux métaux agit comme un électrolyte supérieur à la terre ordinaire. Une plus grande quantité d'ions dissous signifie une meilleure conductivité et une résistance plus faible. Un multimètre appliqué sur le cuivre et le zinc indique une tension comprise entre 0,8 et 1,1 volt. Lorsque la tension descend en dessous d'un demi-volt, le clou en zinc doit être remplacé. Le côté cuivré dure généralement plusieurs saisons. Le courant circulant entre le cuivre et le zinc mobilise les nutriments emprisonnés dans des liaisons chimiques par électrolyse. Les racines se développent en direction du cuivre grâce à une réponse biologique documentée appelée électroropisme. Le zinc se corrode lentement et libère des ions zinc dans la zone racinaire. Ce n'est pas du déchet. Les plantes ont besoin de zinc pour produire l'acide aminé tryptophane. Sans tryptophane, les plantes ne peuvent pas fabriquer l'auxine, l'hormone de croissance principale qui stimule l'élongation des tiges, développement des fruits et ramification des racines. Sans zinc, pas de tryptophane. Sans tryptophane, pas d'auxine. Sans auxine, la croissance s'arrête. L'électrode de zinc est consommée par les organismes biologiques qu'elle alimente. Atome par atome, saison par saison. La pyramide de cuivre repose directement au-dessus de ce lit, orientée de façon à ce qu'un côté soit dirigé vers le nord géographique. Il en résulte un système énergétique à 4 couches. Vue du dessus, la pyramide de cuivre capte l'énergie électromagnétique atmosphérique et la concentre vers le bas, à travers son sommet, dans le sol. Par le bas, le bois en décomposition génère de l'électricité biologique et de la chaleur qui rayonne vers le haut à travers la couche de biochar. Au centre, le sol enrichi en biochar, entre les électrodes de cuivre et de zinc, provoque une réaction galvanique. Cette réaction mobilise les nutriments directement dans la zone racinaire. Et en traversant tout cela, le biochar agit comme un conducteur électrique continu. Il relie la charge atmosphérique de la pyramide au courant biologique et galvanique souterrain. La pyramide de cuivre ne se contente pas de reposer au sommet de ce système. C'est l'antenne. Le bois enterré constitue la pile à combustible. Le biochar, c'est le câblage. Le cuivre et le zinc constituent la batterie. Le sol est l'électrolyte. Et voici l'idée clé qui relie tous ces éléments. Le biochar augmente la conductivité électrique de tout sol auquel il est ajouté. Des études évaluées par des pairs et menées dans plusieurs pays le confirment. Lorsqu'une pyramide de cuivre est placée au-dessus d'un sol enrichi en biochar, l'énergie atmosphérique captée par la pyramide bénéficie d'une voie de conduction supérieure vers le sol. Le biochar transporte la charge accumulée par la pyramide plus profondément dans la zone racinaire, bien plus profondément que ne le pourrait jamais un sol ordinaire. La pyramide permet au biochar de travailler plus efficacement. Le biochar permet à la pyramide de s'étendre davantage. Retirez l'une ou l'autre pièce et le système fonctionnera toujours. Combinez-les ainsi que les composés à effet. C'est cela, la synergie. Les praticiens qui prennent cela au sérieux suivent leurs résultats. Un réfractomètre bon marché, environ 20 $ en ligne, mesure les valeurs de réfraction sur les feuilles des plantes toutes les 2 semaines. Brix mesure les sucres dissous et les minéraux, un indicateur direct de la densité nutritionnelle et de la santé des plantes. Des briques plus hautes signifient des produits plus sains et plus nutritifs, également plus résistants aux parasites.
car les insectes n'ont pas les enzymes nécessaires pour digérer les tissus végétaux riches en sucre. Certains praticiens de l'électroculture signalent des augmentations de briques de 2 à 3 points en un seul mois. Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique, une sonde sur le cuivre et l'autre sur le zinc, devraient indiquer une valeur comprise entre 0,8 et 1,1 volts. Des plantes sont photographiées chaque semaine à côté d'une règle. Les récoltes sont pesées sur une balance de cuisine à la fin de la saison. Et surtout, une rangée témoin est maintenue à côté du banc d'essai. Même terre, même eau, même ensoleillement, même graines, mais pas de pyramide, pas de bois enterré, pas de charbon de bois et pas de métaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ainsi que des observations réalisées dans son jardin deviennent une science reproductible. Voici comment les preuves qui avaient été scellées dans un coffre-fort gouvernemental il y a 90 ans sont reconstituées au grand jour. Il existe un dernier détail qui distingue la pyramide en cuivre de tous les autres outils de jardin. Il ne s'use pas. Le cuivre développe une patine verte avec le temps, une couche de carbonate de cuivre qui protège en réalité le métal sous-jacent de toute corrosion ultérieure. Voilà pourquoi les toits en cuivre des cathédrales durent des siècles. La pyramide survivra au parterre de fleurs, à la clôture, à la maison et probablement aux 3 prochains propriétaires du terrain. Le clou en zinc doit être remplacé tous les quelques saisons, car il libère lentement ses ions aux plantes. Le bois enfoui se décompose entièrement en une dizaine d'années, laissant derrière lui une terre profonde, sombre et friable. Mais la pyramide de cuivre et le biochar seront toujours là dans 100 ans. Toujours en train de capter l'énergie atmosphérique, toujours d'abriter des microbes, toujours de retenir des nutriments, toujours en train d'accomplir discrètement le travail qu'une industrie des engrais de 200 milliards de dollars préférerait que les gens paient chaque année. Les anciens Égyptiens, quant à eux, ont aligné leurs pyramides sur le nord géographique avec une précision de 1/15 de degré. Ils ont codé pi dans le nombre d'or au sein d'une structure unique en utilisant uniquement de la pierre et des observations astronomiques. On peut obtenir les mêmes proportions avec un achat de plomberie à 15 $ et un coupe-tube à 2 $. L'expérience est peu coûteuse. Le risque est nul. La seule variable restante est de savoir si elle sera construite ou si elle sera ignorée. L'industrie des engrais représente plus de 200 milliards de dollars par an. Le marché des pesticides ajoute 60 milliards de dollars supplémentaires. Les deux dépendent d'achats répétés à chaque saison. Une pyramide en cuivre coûte 15 $ et dure éternellement. Le biochar coûte environ 4 $ le sac et persiste pendant des siècles. Un clou galvanisé coûte quelques centimes. Une seule installation capte l'énergie atmosphérique, améliore l'absorption des nutriments, accélère la germination et se renforce chaque année passée dans le sol. Toutes les technologies du sol qui ont été enfouies, des Terra Pradra aux batteries géothermiques en passant par l'électroculture, ont fini par refaire surface, car les lois de la physique ne s'éteignent jamais, et les preuves ne disparaissent jamais complètement. La preuve réside dans la géométrie. Le test se déroule dans le jardin. Si cette vidéo a changé votre vision de ce qu'un simple tuyau de cuivre à 15 $ peut faire, partagez-la avec quelqu'un qui cultive des plantes. Le meilleur moyen de faire redécouvrir les sciences oubliées est de les planter dans tous les jardins de la rue. Si vous avez trouvé cela fascinant, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Il y a encore beaucoup de choses enfouies là-bas qui attendent d'être découvertes.